dans cette partie, nous allons nous intéresser à la chute d'une bille dans un liquide et après montrer surtout le régime transitoire et le régime permanent. Quelle est leur signification? Pour cela, j'ai représenté bien sûr les trois forces exercées sur la bille à un instant t donné. J'ai un repère ici vertical qui va bien sûr nous donner l'orientation des forces, hein, qui va nous permettre de faire l'étude. Et avant de faire cela, je vais définir d'abord les trois forces. Bien, vous avez le poids. On vous demande souvent de calculer la force poids, hein, c'est P. Je vais l'écrire sous forme vectorielle, égale à M. B, c'est la masse de la bille, fois G, qui est l'accélération de la pesanteur, d'accord? Et sachez que or ρ de la bille égale à MB sur V, donc je peux déduire la masse de la bille en fonction de la masse volumique et du volume de la bille. Vous voyez? Donc P, dans ce cas-là, va être exprimé comme ça, ρ de la bille, fois V, le volume de la bille, fois G. Donc voilà la représentation vectorielle de la force P. D'accord? Maintenant, la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède. Pour la poussée d'Archimède, sa définition, bien sûr, c'est P majuscule égale M liquide, G vectoriel. Mais faites attention, hein, le G, il est orienté selon l'axe Z. D'accord? Je vais le faire ici, là. Le G, il est orienté comme ça. Donc, il est dans le sens de Z. Vous voyez? C'est pour cela que pour P, on n'a pas mis de moins ici, parce que P, vous voyez, P va dans le même sens que G. D'accord? Or, la poussée d'Archimède, elle est toujours dirigée du bas vers le haut. Vous voyez, là, il est dirigé vers le haut. Donc, n'oubliez pas, bien sûr, de mettre un moins. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, la masse du liquide, c'est quoi? C'est pas la masse du liquide qui est dans l'éprouvette ou qui est dans le récipient. En fait, c'est la masse du liquide déplacée par la bille. Vous voyez? Je vais faire un schéma vite fait ici. Vous voyez, vous avez un liquide qui est comme ça, qui a un niveau qui arrive là. On met une bille dedans, vous voyez, voilà. Il faut qu'elle reste pareille, hein, d'accord? Hein, donc, on met une bille dedans, comme ça. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il a fait le liquide? Il s'est déplacé de cette partie-là. Donc, c'est ça, la masse L qui est là. D'accord? On l'appelle la masse du liquide déplacée par l'objet qui est dans le liquide. Vous voyez? Là. Si on ne met aucun objet, ben, il n'y a aucun liquide qui se déplace, donc il n'y a pas de poussée d'Archimède. Bon, j'ai oublié de mettre le A parce que c'est important. Les deux A, d'accord? Donc voilà ce petit schéma qui montre un peu ce que c'est que ML. Donc, notez-le, hein, d'accord? Notez-le. ML, c'est la masse du liquide déplacée par la bille. D'accord? Or, ρ du liquide, bon, la masse volumique, c'est toujours la même définition, sur V. Parce que le volume qui a été déplacé, c'est exactement le volume de la bille. D'accord? Donc, ça va nous donner un PA qu'on peut écrire comme ça, moins ρ
du liquide. Attention, le V, c'est toujours le V de la bille, et G. Donc voilà pour la poussée d'Archimède, je vais l'encadrer. Donc j'espère que vous avez compris, bien sûr, d'où vient le moins. Le moins vient du fait que P et G, voilà, G qui est là, et le P sont de sens contraire. Donc deux vecteurs de sens contraire, il y a toujours, après l'égalité, un moins, vous voyez. Si les deux vecteurs vont dans le même sens, eh bien, on retire le moins, comme pour le P, que je vais encadrer ici. D'accord? Maintenant, force de frottement. Force de frottement qu'on appelle la force de Stokes. Voilà. Donc la force de frottement, bon, il est toujours donné par, vous voyez, vectoriel, hein, d'accord, 6 fois pi fois la viscosité fois R, le rayon de la bille, fois la vitesse, V. Et donc, nu, c'est la viscosité, bien sûr, du liquide, viscosité du liquide, hein, d'accord. R, c'est le rayon de la bille. Rayon de la bille. Voilà, bon ça. Et V, c'est la vitesse de la bille. Hein, comme ça, vous aurez vitesse de la bille. Voilà. Cette force, on l'appelle aussi la force de Stokes. Seulement, la bille, elle descend vers le bas, c'est-à-dire dans le sens de Z. Donc la vitesse, elle est aussi dirigée vers le, vous voyez, dans le sens de Z. Si je mets V ici comme ça, c'est vers le bas. Mais attention, V, il est lié bien sûr à la bille. Hein. Je le mets comme ça pour vous montrer son sens. Donc le sens de la vitesse ici de la bille, il est vers le bas, comme ici. Or, la force de frottement, il est vers le haut. Donc, qu'est-ce qu'il manque alors à cette formule? Il manque le moins. Voyez, voici la définition de ces trois forces. Juste une petite remarque. Tout à l'heure, j'ai présenté les forces vectoriellement, mais on peut les présenter aussi de façon non vectorielle. Dans ce cas-là, on parle de l'intensité, vous voyez, intensité d'une force. Hein, sachez que l'intensité d'une force, c'est sa valeur, bien entendu, et donc c'est une valeur toujours positive. Donc si je veux écrire P par exemple, c'est ρ de la bille fois grand V fois G, vous voyez, je n'ai pas mis les flèches. Si je peux parler de P de A, admettons, je peux mettre ρ L V G, vous voyez, je n'ai pas mis le moins parce qu'il s'agit de la valeur de la force. Et donc on va calculer une valeur positive. F, ben c'est pareil, 6 fois pi fois eta fois R fois V. Donc voilà, donc faites attention à ça. Si un jour on vous donne ces trois expressions, ça veut dire qu'on vous donne les intensités des forces. Je n'ai pas parlé des unités, hein, je peux vous les donner ici. D'accord? Ici, P c'est en newton, hein, parce que c'est une force. ρ de la bille, kilogramme par mètre cube. Je prends les unités du système international. G, l'intensité de la pesanteur, c'est mètres par seconde carré. Hein, c'est l'unité d'une accélération, d'accord? Et V, c'est en mètres cubes. Voilà, en mètres cubes. Donc c'est pareil pour là aussi, hein, d'accord? Donc ça, c'est ici, là. Et là, c'est pareil. Ici, bien sûr, F, c'est en newton. La viscosité, je vous donne son unité, mais vous la verrez plus tard, c'est pascal point seconde. R, c'est en mètres. Et la vitesse, bien sûr, c'est mètres par seconde. Donc voilà les unités dans le système international. Bien, pour expliquer le régime transitoire et le régime permanent, voilà, j'ai fait trois schémas de la bille
à 3 instants différents. Bien sûr, il est en chute dans le liquide. Ici, c'est à t égale à 0. Ici, c'est t égale à 0. Ici, c'est un instant t1, un instant t2. Et bien entendu, entre ces schémas, il y a plusieurs différentes positions, hein, d'accord? Sachez que la bille ne se trouve pas au même niveau dans l'éprouvette, par exemple, dans le récipient. Hein? J'ai mis à des instants, bien sûr, différents, quelle est la représentation des forces. Donc, vous avez remarqué qu'à t égale à 0, déjà la vitesse égale à 0. Donc, la vitesse est nulle. C'est pour cela que je n'ai pas mis de force de frottement, parce que la force de frottement dépend de la vitesse v. Donc, étant donné que le poids est supérieur, bien sûr, à la poussée d'Archimède, donc le mouvement il va être accéléré, c'est-à-dire que le mouvement va être rectiligne accéléré. Donc, qu'est-ce qui se passe dès que la bille commence à descendre? Eh bien, la vitesse n'est plus nulle, d'accord? Et la force F commence à prendre des valeurs, vous voyez? À partir de 0, puis ça augmente. Donc voilà, j'ai fait une première petite flèche, hein, entre l'instant t égale à 0 et t1, sachant que cette flèche peut être qu'entre les deux, bien sûr, je ne vais pas mettre la bille, hein, je ne vais pas mettre tout, mais peut-être que là, ça monte comme ça. Voilà, et ça monte comme ça jusque là. Ensuite, à partir de là, la somme des forces, c'est-à-dire à T1 par exemple, là, bon, je vais juste mettre ça ici, là, P supérieur à PA, donc mouvement rectiligne accéléré. Ici, on a le PA plus F inférieur à P, c'est-à-dire que P est toujours supérieur, bien sûr, à PA plus F, donc le mouvement, il est toujours rectiligne accéléré. Et qu'est-ce qui se passe? Hein? Remarquez bien, c'est-à-dire que la force verte, il n'y a que la force verte qui change, parce qu'il dépend de la vitesse V. P et PA restent constantes, elles gardent toujours la même valeur jusqu'à la fin de l'expérience, vous voyez? Donc à partir de cette flèche, donc, elle va augmenter un petit peu, augmenter, voilà, augmenter jusqu'à atteindre cette valeur-là, vous voyez? Ben, une fois que la force F atteint une valeur de telle sorte que augmente, 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 jusqu'à ce que la somme des deux, c'est-à-dire de F et de PA, compense intégralement le poids, comme ici. Et dans ce cas-là, on dit qu'on a atteint une vitesse limite. Donc quand on a ça, bien sûr, le mouvement, c'est-à-dire que la force, bien sûr, arrête d'augmenter à partir de cet instant, d'accord? Donc le mouvement va être mouvement, vous voyez, mouvement rectiligne, uniforme. Vous voyez, uniforme, ça veut dire à vitesse constante, avec la vitesse égale à une vitesse qu'on appelle la vitesse limite. Vous voyez, à partir de là, la vitesse arrête d'augmenter jusqu'à l'infini, parce que là, bien sûr, j'ai beaucoup de positions jusqu'à l'infini. Donc, entre cette position-là et celle-là, la vitesse augmente jusqu'à atteindre une valeur constante qui va rester constante jusqu'à la fin. Et cette valeur, elle est atteinte lorsque la force de frottement et la poussée d'Archimède compensent intégralement le poids P. Ça veut dire qu'ils sont égales. D'accord? Et donc, on utilise ici bien sûr la première loi de Newton, hein, la première loi de Newton quand on dit que rectiligne uniforme. Vous voyez, hein, de Newton. Voilà, c'est la première loi de Newton, appelée aussi principe d'inertie.
Donc voilà, donc de là à là, la vitesse augmente. Donc, bien sûr, le mouvement, il est rectiligne accéléré. D'accord? Regardez. De là, je vais vous donner un peu les intervalles, vous voyez? De t égale à 0 à cet instant-là, que je suppose l'instant où les forces se compensent. On est d'accord? De là à là, le mouvement, il est rectiligne accéléré. Vous voyez, dans l'éprouvette ou dans le récipient. Une fois qu'on arrive là, eh ben, le mouvement sera rectiligne uniforme car les forces se compensent et la vitesse va rester constante jusqu'à la fin de l'expérience. Même s'il dure une journée, ça, il n'y a aucun souci. Et donc, le régime, bien sûr, le régime initial dans lequel la vitesse augmente, c'est le régime qu'on appelle le régime transitoire. Régime transitoire. Pourquoi transitoire? C'est parce que il est de transition, ça veut dire qu'il va partir et il va disparaître, si vous voulez, vous voyez? Et qui va laisser place à un régime permanent. Permanent, ça veut dire qu'il va rester tout le temps. Supposons que l'éprouvette, il fait, je ne sais pas moi, 50 ou 1 mètre par exemple. Sachez que le régime transitoire, il dure quelques secondes, voire quelques minutes. Tout dépend de la viscosité, tout dépend un peu des paramètres. Et après ça, ben, la bille, il aura un mouvement rectiligne uniforme jusqu'à la fin de l'expérience. Donc j'espère que c'est un petit peu clair ici, hein, d'accord? Hein, voilà. Donc ça, c'est pour cette partie-là, là. Ça, c'est pour ici, voilà, d'accord? Donc si on veut schématiser maintenant, comment on fait? Eh bien, regardez là. Ça augmente, la vitesse augmente, 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 jusqu'à atteindre une valeur constante, vous voyez? Voilà. Donc, la partie dans laquelle la vitesse augmente jusque-là, je vais décomposer cette partie en deux, vous voyez? Vous le trouvez, on vous le demande dans les exercices. Donc, cette partie-là que je vais hacher comme ça, comme ça. Ça s'appelle le régime transitoire. Transitoire. Voilà. Et ici, le régime permanent. Voilà. Donc vous voyez que pour trouver la vitesse limite, par exemple, il suffit de tracer une droite qui vient de là jusque là, et puis vous avez la vitesse limite ici. D'accord? Je vais vous le montrer sur un grand schéma. Donc, voici le graphique qui montre l'évolution de la vitesse en fonction du temps. Ici, on peut déjà relever la vitesse limite, par exemple. Vous voyez, vous prenez une règle et vous avez la vitesse limite. Ça veut dire la vitesse atteinte lorsque la bille a un mouvement rectiligne uniforme. Vous voyez, ça, c'est la vitesse limite. Ici, vous voyez. Les deux zones, bien sûr, qui représentent le régime transitoire et puis le régime permanent, ben là, c'est simple aussi. D'accord? C'est à peu près là où la vitesse commence à devenir constante. D'accord? Ça dépend des graphiques. Faites attention si, par exemple, il y a des expériences qu'on fait et que, ici, par exemple, là, ça n'est pas linéaire comme ici, par exemple. Vous voyez, c'est-à-dire ça descend un peu, ça monte un peu, etc. Et dans ce cas-là, il faut prendre la moyenne de cette courbe-là, vous voyez? C'est-à-dire faire un trait qui passe par le milieu. D'accord? Voilà. Donc ici, j'ai le régime voilà, transitoire, je vais l'écrire comme ça. Transitoire. Et là, j'ai le régime permanent. Voilà, permanent, le régime qui va rester tout le temps. Ce régime-là va disparaître au bout de quelques instants. Ça dépend bien sûr des conditions expérimentales. D'accord?
Voilà ce qu'on peut retenir de ce graphique. Et je reviens juste à l'explication, bien sûr, de 0 jusqu'à ce point-là, c'est-à-dire lorsque la vitesse augmente, là, ici, si vous voulez, je peux marquer ici que le mouvement ici, hein, c'est un mouvement rectiligne accéléré, accéléré. Et ici, là, c'est un mouvement, je vais l'écrire là, hein, d'accord? Comme ça, vous aurez un petit résumé de tout ce qui se passe là. Je vais marquer T ici. Donc, dans la zone permanente, bien sûr, c'est un mouvement rectiligne uniforme. Uniforme, ça veut dire la vitesse est constante. Je peux mettre ça jusqu'au bout. Parfois, on vous donne ce graphique et il faut le comprendre. Vous voyez, il y a des exercices, bien sûr, où l'on vous demande montrer le régime transitoire, montrer le régime permanent, à quoi correspond le régime transitoire, c'est ici. Et donc, c'est là que la force, oui, vous voyez, la force de frottement, hein, d'accord? La force de frottement, elle va de 0 et elle va comme ça. Vous voyez, je vais juste caricaturer là. Normalement, c'est 0, après, elle est comme ça. Jusqu'à atteindre une valeur constante ici. Et quand ici, il atteint une valeur de telle sorte que la poussée d'Archimède et puis la force de frottement compensent le poids, eh bien, il va rester constante ici, vous voyez? Si on arrive à cette force-là, il va rester toujours comme ça, vous voyez, jusqu'au bout. Ça y est, il ne change plus. Ça, c'est la force de frottement, hein, d'accord? Voilà, comme ça. C'est-à-dire cette force de frottement, une fois arrivé là, il va garder une valeur constante. C'est parce que la vitesse limite reste constante. Comme il dépend de la vitesse, vous voyez, F égale à 6 fois pi fois la viscosité RV. Donc vous voyez, V ici. Une fois que V reste constant, et bien F va rester constante aussi. Donc là, c'est très très important à comprendre dans ce chapitre-là, qui est la chute d'une bille dans un liquide. Voir comment les choses un petit peu se font au cours du mouvement, c'est-à-dire surtout concernant les forces, et connaissant bien sûr l'évolution des forces, hein, on peut aussi trouver une réponse mécanique au problème, c'est-à-dire les mouvements que je viens de noter ici. D'accord? Voilà. Une dernière chose qu'on peut vous demander ici, voyez, hein, je vais effacer juste les forces maintenant, hein, d'accord, je vais les effacer. Un paramètre qu'on vous demande très très souvent aussi, c'est, vous voyez la vitesse limite par exemple, la vitesse limite a été atteinte à cet instant-là, vous voyez, à cet instant t. Vous voyez, la vitesse limite, elle a été atteinte ici. Donc, il y a un temps qu'on appelle taux, vous voyez, taux, au bout duquel on atteint 63% de V limite. Ceux qui font, juste une petite parenthèse, hein, ceux qui travaillent sur les condensateurs, sur les bobines, etc., quand on charge un condensateur, on trouve aussi le même temps qui s'appelle taux et qui représente 63% de la charge de condensateur. C'est une parenthèse pour ceux qui font ça. Pour ceux qui ne font pas ça, ne prêtez pas attention à cette remarque-là. Hein, d'accord? Bien, bon. Donc, on vous demande quelle est cette valeur-là où on atteint 63% de V limite. D'accord? En fait, vous tracez la droite là en rouge, d'accord? Et vous tracez la tangente au point 0. Vous voyez ici, la tangente, vous voyez?
Sachez, quand on trace la tangente, il y a toujours des incertitudes. Donc, si vous tracez la tangente au point 0, hein, d'accord? Comme ça, à la courbe au point 0. Maintenant, je la trace comme ça, la tangente. Sachez que la droite rouge et la droite verte se croisent en un point ici, là. Là. Et c'est ce point qui va me donner la valeur du temps. Donc voilà, ça c'est intéressant à savoir. Une fois, ça a été demandé dans un examen de baccalauréat, par exemple. D'accord? Et après, vous faites comme ça, là. Et vous avez ce temps ici, là. D'accord? Donc ce temps-là, il est là. Ça, c'est taux. Donc ce temps-là correspond à 63% de V limite, par exemple. Vous voyez? Ah, si je prends ça ici, un peu là, ça va être le cas, vous voyez? Mais tout dépend bien sûr de la tangente, etc. et de la courbe. Sachez bien, voici comment on trouve le temps taux qui correspond à 63% de V limite. On trace la droite rouge, bien sûr, qui nous indique la vitesse V limite. Voilà. Ensuite, on trace la tangente à la courbe au point 0, c'est-à-dire à t égale à 0. D'accord? Donc, je vais mettre ça comme ça. Ça, c'est tangente à la courbe à t égale à 0. Vous voyez? À t égale à 0, donc j'ai ça. Et l'intersection entre cette tangente et la droite rouge donne un point, on donne la valeur de taux. Voilà, ici. Et donc, voilà, bon, ça c'est bon à savoir parce que, voilà, parfois on vous demande ça. Et sachez qu'au bout de 5 taux, on a 99% à peu près de V limite. Vous voyez? Si vous trouvez ce temps, vous le multipliez par 5, sachez que vous êtes pratiquement à peu près 99% de V limite.